Bonjour, on va se poser une question un peu provocatrice. Et si les vraies origines de la naturopathie, vous savez, ces convictions les plus profondes, et si tout ça avait été un peu oublié avec le temps? Allez, aujourd'hui, on remonte le fil de l'histoire, on va essayer de redécouvrir ensemble la source même de ce mouvement. Voilà, c'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge. Parce que, soyons honnêtes, quand on oublie les convictions qui sont à la base d'une idée, eh bien cette idée risque de perdre un peu de son âme, non? C'est tout l'enjeu. Et il faut savoir que cette exploration, pour moi, c'est quelque chose d'assez personnel. C'est un peu une histoire de famille, en fait. Ma mère, et avant elle, ma grand-mère, étaient toutes les deux très impliquées dans ces fameux mouvements hygiénistes qui ont vraiment marqué leur époque. Alors, on commence. Première partie, les fondations oubliées. On va parler d'un héritage qui a été en quelque sorte un peu effacé. Et pour illustrer ça, je vais raconter quelque chose. Ma propre grand-mère, elle a été guérie d'un psoriasis vraiment sévère par un homme assez remarquable, Henri-Charles Geoffroy. Et là, on ne parle pas de théorie, on parle d'une histoire vécue, de quelque chose de concret. Ce même Geoffroy qui, plus tard, fondera La Vie claire. C'est pour dire l'importance du personnage. Bien, on continue notre voyage dans le temps en deuxième partie, l'espoir d'avant-guerre. On va parler de ce qu'on pourrait appeler le mythe du progrès. Alors il faut se remettre dans le contexte du début des années 1900. L'ambiance était un optimisme, mais un optimisme quasi sans limite. On était persuadé, mais vraiment, que la technologie, la science, le progrès, tout ça allait apporter la lumière à l'humanité entière. C'était l'idée que le progrès occidental était la solution et qu'il fallait l'exporter partout. Une foi presque aveugle dans un futur radieux, un futur porté par la machine et la science. Et puis, tout s'effondre. Troisième partie, le choc de 1914-1918. C'est tout simplement la fin d'un monde. Ce tableau, il résume tout en fait. Le choc est total. D'un côté, on avait cet immense espoir dans le progrès, dans la science, et de l'autre, paf, la réalité brutale, une véritable boucherie industrielle. D'un coup, la foi s'est écroulée pour laisser place à un doute profond sur ce monde moderne qui semblait complètement déraciner l'humain de la nature. Oui, boucherie industrielle, il faut vraiment prendre la mesure de ces mots. Parce que ce n'était pas une gueule comme les autres, loin de là. L'échelle était démentielle, la mécanique de la mort, les gaz, tout ça, ça a créé une rupture psychologique, philosophique, absolument sans précédent dans la société. Alors, face à ce traumatisme, que s'est-il passé? Quatrième partie, la réponse des pionniers. Il y a des gens qui ont commencé à chercher une autre voie. Et là, l'histoire de Geoffroy dont on parlait tout à l'heure, elle est juste emblématique. Ce monde moderne, il l'a littéralement laissé pour mort, gazé dans les tranchées. Et comment il s'en sort? Pas avec la technologie, non. Avec des méthodes hygiénistes toutes simples, des méthodes de base, naturelles. C'est comme ça qu'il s'est soigné, qu'il a retrouvé sa vitalité, et c'est là qu'il a décidé de partager cette autre voie. Mais attention, Geoffroy n'était pas un loup solitaire. Pas du tout. Il y avait toute une poignée d'hommes avec lui. On peut citer le docteur Paul Carton, Maurice Mességuet, Raymond Destré ou encore Pierre-Valentin Marcheseau. Eux tous, ils ont formé le cœur, le noyau de ce mouvement en France. C'était un petit groupe, mais ce sont eux qui ont semé ces fameuses graines de conscience qui allaient germer, mais bien plus tard. Et ça nous amène à la dernière partie, cinquième section, un héritage de conviction. Parce que, au fond, c'est bien plus qu'une simple méthode. Et c'est ça, le cœur de leur héritage, il est là. Ce mouvement, il n'est pas né d'une mode passagère, d'un truc tendance, non. Il est né de la pure force de conviction de quelques individus, des gens qui ont simplement refusé le chemin tout tracé et qui ont décidé de défendre leurs valeurs, coûte que coûte. Et là, ce tableau, il met en lumière un contraste mais saisissant. D'un côté, on a la conviction de ses fondateurs, une force, une certitude, des principes en béton armé. Et de l'autre, ce que la source appelle le consensus mou de notre époque. Vous savez, cette espèce de culture du politiquement correct où l'on a un peu peur de prendre des positions fortes, peur des extrêmes. Et finalement, c'est la question que toute cette histoire nous pose, à nous aujourd'hui. Cette force de conviction, est-ce qu'elle existe encore? Face à un monde qui, c'est vrai, ne laisse pas toujours beaucoup de place à ceux qui pensent différemment. Est-ce que l'héritage de ces pionniers est encore vivant? C'est une bonne question. La réflexion reste ouverte.